pense que pour savoir si ces dialogues qui sont appelés un peu partout en Afrique par les chefs d'État sont utiles pour les populations ou pas, il faut partir du contexte. Le contexte, c'est que nos pays, depuis 50 à 60 ans, peinent à sortir d'une transition politique allant de l'indépendance formelle à la souveraineté réelle. Ce qui fait que nos pays sont confrontés à de multiples difficultés, à de multiples problèmes, tant au plan de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a presque pas de domaine où nos pays sont véritablement souverains, sont capables de mettre en œuvre une souveraineté. Il y a cette raison-là. Il y a le fait que le contexte est également caractérisé par une crise des démocraties représentatives. Donc ces deux raisons majeures expliquent la nécessité pour ces États d'organiser ce qui apparaît comme un mode de gouvernance participatif, c'est-à-dire sous différentes appellations, dialogue national, concertation nationale, ou oui. Alors je voudrais justement, sur les enjeux, c'est une question vitale et importante. Autant le dialogue politique est indispensable à la suite des élections qui se sont déroulées au Sénégal, le référendum qui a fait l'objet de contestations, de divergences et de cristallisation des positions entre le pouvoir et l'opposition, les législatives, avec le problème des cartes qui s'est posé, qui a été des défaillances et des dysfonctionnements déplorés par tout le monde, au plan national et international, et la présidentielle qui aussi a fait l'objet de contestations. Donc ces différentes raisons justifiaient amplement la tenue d'un dialogue politique, ne serait-ce que sur les questions électorales. Mais bien entendu, le dialogue politique tel qu'il se déroule aujourd'hui déborde largement des questions électorales. Il aborde aussi les questions de démocratie et de droits humains, des questions des libertés et également de la réforme des institutions. Mais autant donc ce dialogue-là se justifie amplement, autant le dialogue national sur les autres questions à notre avis, n'était pas une urgence et n'est pas une nécessité indispensable, dans la mesure où le président de la République a été élu il y a moins de 6 mois avec son programme. Le Sénégal a franchi 2 étapes dans la démocratie. Une étape de démocratie formelle sur le plan historique, de 1960 à peu près jusqu'aux années 80, au début des années 80, une étape de démocratie politique et institutionnelle, n'est-ce pas, de 80 à 92, n'est-ce pas? Et depuis lors, le Sénégal devait aborder une 3e étape de démocratie citoyenne et participative, qui met le citoyen au cœur de la démocratie, n'est-ce pas? Qui est une démocratisation de la société et des institutions. Et ça, le Sénégal peine à aborder cette étape-là, qui est une étape majeure, vitale, caractérisée par l'état de droit. Il faut voir comment les libertés sont traitées aujourd'hui. Il faut voir également comment les droits économiques, sociaux et culturels, n'est-ce pas, sont traités. Même s'il y a des avancées sur les droits civils et politiques, il y a la remise en cause, on peut noter la remise en cause d'un certain nombre d'aspects, même sur les droits civils et politiques, qui étaient censés être réglés déjà dans cette première phase même de démocratie formelle, ou de démocratie politique et institutionnelle. Je pense que
le meilleur paramètre pour savoir si notre pays avance ou recule ou fait du surplace sur la question de la démocratie, c'est de voir comment marchent les institutions. La justice ne fait pas l'objet d'une confiance de la part des populations. Elle est même, pour certains, elle fait l'objet d'une instrumentalisation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la question de l'indépendance de la justice se pose encore et toujours dans notre pays. Si vous prenez l'Assemblée nationale, elle apparaît plus comme une caisse de résonance que véritablement comme un organe, n'est-ce pas, qui légifère de façon indépendante selon les priorités du pays et qui effectue un contrôle réel de l'exécutif. Et si vous prenez également les structures de contre-pouvoir, n'est-ce pas, comme l'OFNAC, comme l'inspection générale d'État, comme la Cour des comptes, il y a un rapport, n'est-ce pas, qui ont été faits, qui ont été envoyés au niveau de la justice qui ne font pas l'objet de traitement. Par conséquent, au vu de la marche de ces institutions-là déjà, on peut se faire une idée précise sur l'état de notre démocratie qui, en fait, recule en réalité. Parce que, comme on le dit, qu'il n'avance pas, recule. Le critère de composition des membres du dialogue national était un critère de diversité, d'équilibre et d'équité. Par conséquent, la première vague des membres constitutifs du comité national était caractérisée justement par une certaine diversité, donc une certaine représentativité des différents secteurs de la vie nationale. On ne peut pas en dire autant pour les 40 qui ont été rajoutés à la suite d'un décret pris par le président de la République, dans la mesure où ce décret a été pris sans consultation des acteurs, alors qu'on est dans un dialogue national. Donc toutes les décisions doivent faire l'objet de concertation et de discussion. Oui, la jeunesse est représentée. Maintenant, tout le problème, c'est est-ce que la jeunesse est représentée proportionnellement à la taille démographique de ce qu'elle représente. La jeunesse n'est pas représentée proportionnellement à la taille démographique de la jeunesse au Sénégal. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Parce que si c'était le cas, la jeunesse, les jeunes auraient pu être plus nombreux dans les différents secteurs, dans les différentes délégations. Ce n'est pas le cas. Mais il y a un groupe de jeunes qui sont là-bas et qui représentent symboliquement les jeunes. C'est ça que je peux vous dire. Par conséquent, dans ce domaine-là, il y a des choses à faire pour améliorer la représentation de la jeunesse.